7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Le mot totalitarisme évoquera certainement à nos auditeurs les goulags soviétiques, l'Allemagne des années 30 ou encore la révolution culturelle de Mao Tse-tung. Ce terme, apparu au milieu du siècle dernier sous la plume de la philosophe Hannah Arendt, définit un régime politique autoritaire servi par un gouvernement aux mains d'un parti unique, secondé par une police politique et une propagande d'État. Le totalitarisme s'exerce ainsi à la fois dans la sphère politique et dans la sphère privée, plus souvent étudié à travers un prisme historico-politique, parfois philosophique. Il fait aujourd'hui l'objet d'une approche différente proposée par Ariane Bileran dans un essai publié fin 2023, essai dans lequel elle envisage le totalitarisme sous l'angle d'une maladie de civilisation, comme une sorte de pathologie collective délirante. Dans cet ouvrage intitulé Psychopathologie du totalitarisme, l'auteur démontre que le totalitarisme est un système paranoïaque dans lequel les pathologies transgressives et psychopathes sont à l'honneur. La condition de survie de ce système, la mise sous terreur des individus et des collectifs, entraînant tout à la fois sidération traumatique, jouissance pour certains et horreur pour d'autres. Le parallèle avec notre époque pourrait être tentant, et avec lui le questionnement suivant: vivons-nous aujourd'hui une dérive totalitaire? Avec nous pour en parler ce matin, Ariane Bileran, normalienne, psychologue clinicienne, philosophe, docteur en psychopathologie, spécialisée dans la psychologie du pouvoir et dans la philosophie du totalitarisme. Vous avez publié plus d'une trentaine d'ouvrages en psychologie et vous donnez de nombreuses conférences en France et à l'international. Merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Et avec nous également François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Bonjour François Bousquet. Oui, j'attends. Alors pour commencer, Ariane Bileran, est-ce que vous pouvez simplement nous dire qu'est-ce qui vous a inspiré un tel livre ? C'est ce sur quoi j'ai travaillé toute ma vie. C'est-à-dire que la question qui m'a toujours hantée, c'est la banalité du mal, c'est-à-dire ce moment, cette question philosophique que va poser Hannah Arendt face à Eichmann. Finalement, ce type est quelqu'un d'absolument ordinaire. Comment a-t-il pu commettre les actes qu'il a commis, penser de la façon dont il a pensé? Et c'est vrai que je n'ai pas trouvé des réponses en philosophie de cette banalité du mal. Donc je les ai cherchées en psychologie. C'est-à-dire que alors, très tôt, j'ai une formation de philosophie morale et politique, et je me suis intéressée effectivement, que ce soit aux travaux de Hannah Arendt, de Hegel, de Günther Anders, pour en citer quelques-uns, mais à ce qui se passe au niveau du champ politique lorsque quelque chose devient extrêmement contaminant et barbare dans la société, comme on a pu le voir à plusieurs reprises au XXe siècle, mais ça ne m'expliquait pas cette banalité du mal. Donc j'avais besoin de me confronter dans la pratique, dans l'expérience, à l'être humain, comprendre sa complexité. C'est la raison pour laquelle j'ai passé des années dans le conseil aux entreprises pour les cas de harcèlement, essayer de comprendre ce qui se passait. Et ça m'a donc permis d'abord comprendre que tout se joue dans le groupe, c'est-à-dire il y a l'individu bien sûr, mais il est immergé dans un groupe, et ce sont des processus au sein du groupe qui permettent cette banalité du mal. Pourquoi je parle du harcèlement? Parce que le harcèlement, c'est la méthode du système totalitaire. C'est une méthode absolument indispensable pour l'accès au pouvoir de certains individus et leur maintien au pouvoir. Voilà. Donc, tout naturellement, j'ai réfléchi à ces différentes dimensions pendant des années. J'ai créé des concepts. J'ai créé le concept de contagion délirante, ce qui se passe au niveau d'un groupe. Pourquoi un individu que vous connaissiez, qui était quelqu'un de très bien, normal, entre guillemets, qui avait une intégrité, des aspirations morales, devient tout à coup quelqu'un d'autre, et vous ne le reconnaissez plus, et il est pris dans des processus de groupe. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans les entreprises de voir ça, y compris au niveau des directions. Et donc, je me suis interrogée sur ces processus psychologiques et je les ai approfondis. Donc, je les ai approfondis jusqu'à rencontrer ce cas clinique géant que nous avons eu nous avons traversé
et nous traversons encore, mais particulièrement depuis 2020, où je n'ai pas compris au départ exactement ce qui nous arrivait, mais je me suis rapidement mis en situation d'observer depuis en plus l'Amérique du Sud, qui était encore un autre contexte, une autre façon de faire, mais ces processus totalitaires. Et c'est vrai que dès avril 2020, j'ai évoqué ce terme, totalitarisme, ce qui m'a été amplement reproché. Mais je trouve que toute l'évolution, malheureusement, donne raison à ce paradigme. On va y revenir. François Bousquet, vous avez l'habitude, vous, des analyses très historiques, politiques, philosophiques. Est-ce que cette approche-là, elle vous a séduite? Oui, elle est vraiment très originale, elle est même très féconde cette approche, parce que comme le souligne Ariane Bilran, il y a chez elle, c'est frappant quand on lit le livre, un effort conceptuel qui cherche à combler un vide, enfin une insuffisance explicative théorique. Le titre est très explicite, c'est une psychopathologie du totalitarisme, donc il y a deux registres, médicaux et historiques, qui sont associés. Mais il y a également une autre échelle, si vous pouvez nous en dire un mot, Ariane Bilran, dans votre livre, et c'est souligné par Slobodan Despot dans sa préface, c'est que vous vous référez également beaucoup, pas seulement à des historiens, Tacite, à des philosophes, Hegel, mais à des écrivains, d'abord à des écrivains, parce que le phénomène, un des problèmes de l'analyse du totalitarisme, c'est que les historiens sont aussi froids que le sujet qu'ils traitent, que le matériau qu'ils traitent. Or, vous appuyez sur Bulgakov, sur Zweig, sur Solzhenitsyn et sur quantité d'autres. Oui, il y a un mot que Slobodan dit dans sa préface, une phrase où il dit que faire du totalitarisme un sujet de science politique, ça revient en gros à expliquer les fleurs du mal par la phonologie. Et ce n'est pas faux, c'est-à-dire qu'effectivement, alors c'est une expérience personnelle. Et là où voilà, François, vous avez tout à fait raison de souligner ce point, c'est que j'écris toujours un livre par rapport à un manque que j'ai. C'est un manque conceptuel. Ça ne veut pas dire que je vais forcément trouver la réponse, mais alors par contre, je vais la chercher. Ça, c'est sûr. Et je vais fouiller très, très loin. En tant que psychologue, qui est aussi une de mes formations, je me suis bien entendu intéressée aux extrémités du psychisme humain, à la folie humaine, à la psychiatrie. Voilà, j'ai fait mon doctorat sur la psychose. Ce qui m'intéresse, c'est cette folie qui est en nous. On dit toujours que le fou, c'est l'autre, il est très loin, mais en fait, elle est présente tout à fait en nous. Et la question, c'est comment faire pour qu'elle ne se déclenche pas. Et il est vrai que j'ai trouvé dans ma vie beaucoup plus d'intérêt et de connaissances psychologiques dans la littérature, en réalité, que dans tous les manuels de psychiatrie. Et de ce fait, parce que la littérature, c'est l'endroit où nous sommes en confrontation avec les états d'âme. Alors évidemment, comme je l'explique, c'est pas n'importe quelle littérature, c'est vraiment la littérature de l'être humain qui est confronté à cette dimension totalitaire, qui est une dimension de folie résonante, comme je l'explique, c'est-à-dire de surrationalité qui ne veut plus rien dire, qui est prise dans des paradoxes permanents et qui prétend régenter le réel de notre expérience par du concept. C'est impossible, comme on le voit à chaque fois. De toute façon, dans tous les systèmes totalitaires, ils font des grands plans quinquennaux et ils gèrent justement les êtres humains comme des quantités, comme des masses. Et tout ceci nie fondamentalement l'expérience humaine, et qui est une expérience métaphysique, une expérience qui cherche à trouver du sens à ce que nous vivons, et surtout qui est une expérience de souffrance de l'âme humaine. Et effectivement, quand on lit Le Zéro et l'Infini de Arthur Koestler, on comprend beaucoup mieux ce que vit l'être humain dans le système totalitaire que n'importe quelle autre explication conceptuelle. Voilà. Et ça, c'est un incontournable. De la même façon qu'aujourd'hui, une des manières de comprendre ce que nous vivons, c'est de revenir au témoignage, c'est-à-dire ce que vivent réellement les gens. On peut leur expliquer que en 2020, on va faire ceci et cela pour leur santé. Moi qui étais en Colombie, j'ai vu les gens qui ne pouvaient plus aller travailler et donc qui ne pouvaient plus avoir des revenus qui n'étaient pas alimentés, on va dire, par l'État. Et la réalité de leur expérience, c'est qu'on pouvait leur expliquer tout ce qu'on voulait au niveau conceptuel, ils ne pouvaient plus manger. Et c'est cette réalité de l'expérience que toute la dérive totalitaire oublie
elle traite l'être humain comme une quantité dans une masse. Ce que vous décrivez, ce que vous décrivez, c'est un processus. Hein. C'est un processus au long cours en réalité. Mais cela étant dit, il faut vous le rappeler avec l'épisode du Covid. Enfin, je dis épisode, le mot est inadéquat puisque on s'est installé dans la durée. Ça n'est plus un épisode, c'est un feuilleton. C'est ce que vous dites du reste. Hein. Il faut des événements. Donc le Covid en a été un accélérateur pour que les choses se décantent en quelque sorte. Hein. Il y en a un autre sur lequel vous vous appuyez, sur lequel aussi un philosophe qui vous est cher s'appuie, c'est Giorgio Agamben. Hein, qui a l'originalité de conjuguer à la fois deux penseurs qu'on n'associe pas habituellement, Carl Schmitt et Michel Foucault. C'est assez inhabituel. Hein. Et lui, il s'appuie, alors il remonte beaucoup plus haut, mais il s'appuie sur le 11 septembre 2001. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, le 11 septembre 2001 ? Il y a un régime d'exception qui s'est instauré. Oui, tout à fait. Les travaux de Giorgio Agamben sont fondamentaux pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, j'attire vraiment l'attention des auditeurs sur le fait qu'il a été, et à ma connaissance, le premier à se signaler en 2020, alors qu'aujourd'hui, on a des intellectuels qui essaient de récupérer le wagon un peu tard. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il avait les outils pour comprendre, les outils intellectuels pour comprendre immédiatement ce dans quoi nous nous trouvions. Et effectivement, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « État d'exception aux Homo sacer » en 2003, où il explique que, alors ce n'est pas le seul à l'expliquer, mais ce fut le seul à le conceptualiser du point de vue effectivement du 11 septembre à ma connaissance, où il explique que le totalitarisme, c'est l'instauration de l'état d'exception, c'est-à-dire d'une guerre civile légale. Normalement, nous vivons dans un état de droit. Et l'exception est censée rester une exception. C'est comme en grammaire. Il ne faut surtout pas qu'elle devienne la règle. Et avec le totalitarisme, elle devient la règle. C'est-à-dire que nous sommes gouvernés de manière exceptionnelle avec la suppression de nos droits. Et dans cette suppression de nos droits, il y a un paramètre extrêmement important qui est la transformation du citoyen en coupable potentiel. Et donc, on va le traiter comme un coupable potentiel. On va traiter la population comme criminels de façon potentielle. On le voit aujourd'hui avec l'accumulation des pseudo-lois délirantes que nous vivons. Le citoyen est un criminel en puissance. Et ce qu'explique Agamben, c'est que l'état d'exception, c'est un régime en réalité illégitime. Alors, il renvoie au Troisième Reich, qui a démarré le 28 février 1933 avec un décret pour la protection du peuple et de l'État. Et en réalité, ce décret suspendait tous les articles de la Constitution de Weimar qui étaient relatifs aux libertés personnelles. Parce qu'évidemment, le totalitarisme, c'est la suppression des libertés. C'est assez important de le rappeler. Et donc, il faut créer cet état d'exception. Alors, on va le créer de manière artificielle la plupart du temps, puisque il faut trouver une manière de légitimer un pouvoir qui en réalité n'est pas légitime. S'il était légitime, il n'aurait pas besoin de créer cet état d'exception, puisque tout le monde lui reconnaîtrait une autorité naturelle ou voilà, des aptitudes à gouverner. À partir du moment où il n'a pas les aptitudes à gouverner, il est obligé de s'imposer par la violence, par le harcèlement, par la fraude. La dimension de fraude est essentielle. Il faut mentir, et il faut mentir dans la langue. Je crois que j'ai une conférence très, très, très importante que j'ai donnée à Lisbonne le 9 septembre 2022 dans le colloque Corruption et fraude dans la crise Covid sur précisément cette corruption langagière. Il faut donc trafiquer. Il y a un trafic de la langue. Et donc aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que cette exception, il faut la créer. Comment on va la créer ? Comment on crée une exception ? On va créer une situation exceptionnelle. Donc, le plus simple, c'est que le pouvoir la crée lui-même, hein, c'est-à-dire effectivement un danger sur l'humanité, un danger guerrier. On le voit avec les propagandes de guerre. En fait, la guerre est un artifice monté de toutes pièces par ceux à qui elle est utile. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut créer en fait ces conditions. Mais ce qui est très spécifique aujourd'hui, donc Agamben avait noté cet état d'exception qui crée une urgence permanente, qui maintient et suspend en fait l'état de droit et le maintient. Cette suspension, il la maintient. Et aujourd'hui, ce que j'ai pointé dans l'Antipresse, le numéro
415 et 416 de mémoire, c'est que nous avons quelque chose de totalement inédit du point de vue de la philosophie politique avec la loi de programmation militaire aujourd'hui votée en 2023 en France. Ce n'est plus un état d'exception qui doit être créé artificiellement avec à minima, bon, qu'il soit réel ou artificiel. Voilà, il y a un danger sur la nation, il y a une urgence, etc. Mais dans tous les cas, il existe. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin qu'il existe pour qu'il soit convoqué, c'est-à-dire qu'on ait cette suspension du droit. C'est l'état de menace potentielle. C'est-à-dire que sous une menace potentielle qui n'est jamais définie, le président peut donc enclencher n'importe quelle réquisition, mobilisation au niveau militaire. Donc, et de la population civile. Ça, c'est très, très inédit. Et on voit bien que c'est très paranoïaque, parce que finalement, et c'est pour ça que la psychopathologie me paraît essentielle, avec cette petite précision, que ce n'est pas, et c'est important que je le dise et je le rappelle, ce n'est pas parce que je parle de contagion délirante, qui est une notion que j'ai créée il y a des années, dans un groupe, dans un collectif, dans un peuple, que je suis en train d'exonérer d'une responsabilité pénale les uns et les autres. Pas du tout, puisque, en tout cas, pour moi, dans la psychose paranoïaque, il y a une intention de nuire et elle devrait être reconnue pénalement. Je le dis parce que souvent on me dit, oui, parce que vous dites que c'est fou, donc en fait, il n'y aura pas de responsable. Non, non, je suis la première à dire qu'il va falloir trouver les responsabilités juridiques. Ouais. Avant d'aborder cette question de la pathologie, parce qu'elle est centrale dans le livre, psychopathologie du totalitarisme, sur cette question de la loi de programmation militaire que vous évoquez, on est là aussi au cœur du totalitarisme, presque au sens historique, parce que Junger et les grands auteurs de la révolution conservatrice parlaient de mobilisation totale. Donc là, nous sommes totalement mobilisés. Et cet état d'exception, qui est de l'ordinaire des jours, instaure aussi un climat de terreur, instaure aussi une peur généralisée dans la société, qui est un levier de contrôle. La peur est un levier de contrôle phénoménal. Oui, oui. Les deux grandes émotions par lesquelles on manipule les êtres humains, et les Grecs le savaient dans l'Antiquité, puisqu'ils avaient créé le théâtre pour essayer de les évacuer, c'est effectivement la peur, tout ce qui est du registre de la peur, de la terreur, qui paralyse, sidère et les facultés de penser, et l'empathie. C'est-à-dire que quand on va culpabiliser des gens en disant attention, tu vas tuer ta grand-mère si tu arrives et tu lui fais un bisou, on est en train évidemment de manipuler le sentiment de culpabilité, mais parce qu'il y a de l'empathie. Donc ce sont en fait les deux grandes émotions par lesquelles tous les pouvoirs manipulateurs exercent leur emprise. Alors abordons de front la question de la psychopathologie. Comment s'instaure ce délire, parce que tout s'articule autour d'un délire. Nous, on a l'habitude de l'envisager, vous l'avez dit, individuellement, et ça ne remet pas en cause la responsabilité de chacun d'entre nous. Mais là, il bascule dans quelque chose de collectif, de groupal, Oui. de grégaire. Oui. Alors, c'est là, je pense que ça a commencé très tôt pour moi, cette analyse à partir du harcèlement. À l'époque, quand j'ai commencé, j'écris mon premier livre en 2007 sur le harcèlement, à travailler sur le harcèlement, c'était parce que on avait une vision assez binaire, qu'on a toujours au demeurant, d'un très méchant harceleur face à un très gentil harcelé. Ça ne se passe, à mon avis, pas du tout comme ça. C'est-à-dire que ce qui permet l'instauration du harcèlement, et c'est important, encore une fois, de le comprendre au niveau du processus du système totalitaire, c'est précisément le groupe, c'est-à-dire la passivité du groupe. Le fait qu'à un moment donné, l'individu qui commence à harceler, il ne rencontre pas de limite dans le groupe. Et d'ailleurs, les rares fois où il peut en rencontrer, je l'ai vu plusieurs fois dans des expériences d'entreprise, eh bien, ça va le remettre à sa place. On voit tout à fait cette dimension dans le portrait que fait Tacite, l'historien de Néron. Dans les Annales, il explique que Néron est devenu un monstre parce qu'il n'a jamais rencontré les limites. Et que tout le monde a cédé en permanence à ses caprices. Donc, il a régressé lui-même dans un état de tyrannie infantile, avec les joujoux du pouvoir, avec voilà. Et donc, bon, aujourd'hui, on n'en est quand même pas très loin, quand on observe certaines personnalités politiques. Donc, c'est vrai que le défaut de la psychologie en général, c'est d'essentialiser les concepts, c'est-à-dire de dire un tel, il est paranoïaque, un tel, il est pervers,
un tel, il est ceci, un tel, il est cela. C'est un gros défaut qu'on a d'ailleurs quand on commence les études en psychologie, on a envie de catégoriser tout le monde. Et c'est là que on doit faire intervenir la philosophie pour rappeler qu'en réalité, il ne faut pas essentialiser les maladies ou les concepts de cette façon, et qu'il s'agit de processus. C'est-à-dire que je me laisse contaminer par un discours, par exemple. J'absorbe ce discours, qui peut être un discours paradoxal, notamment, un discours qui ne veut rien dire, et à partir de ce discours où j'ai été contaminée, je le relaye et mon propre rapport à l'expérience va s'en trouver complètement modifié, complètement changé. Donc, c'est pour ça que, par facilité, effectivement, on va parler de profil paranoïaque, etc. Mais en réalité, et même si on regarde, et je ne vais pas citer de noms parce que finalement tout le monde va les reconnaître, mais certaines figures dirigeantes au niveau de la France, on les a vues évoluer. C'est-à-dire qu'on les voit régresser. Enfin, moi, je le vois en tout cas. Si on en prend certains, depuis 2017, on les voit régresser dans leur approche au monde, à la violence, à l'autre, etc. Et tout ceci, ce sont des processus collectifs. C'est comme s'il y avait effectivement une impossibilité à remettre des barrières qui sont indispensables, qui sont notre structuration psychique, nos interdits, en particulier nos interdits fondamentaux, et ce que j'appelle les piliers, les 4 piliers de la maison psychique qui nous permettent de vivre ensemble, et 2 piliers de l'anthropologie, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, qui sont aussi symboliques. C'est-à-dire que calomnier quelqu'un, c'est franchir l'interdit du meurtre. On est en train de créer une mort sociale. Ça, c'est aussi important de le rappeler. Et j'ai rajouté à ces 2 piliers la différence des sexes, aujourd'hui très attaquée. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Tout simplement parce que ça met des limites. Ça nous met des limites. Nous ne sommes pas tout puissants. Et donc, nous devons faire un chemin d'altérité. Et puis, la différence des générations, qui est fondamentale, parce que je ne suis pas née de nulle part, je ne suis pas tout puissant, et j'ai une dette envers mes ancêtres par rapport au monde dont j'ai hérité. Et ce monde-là, il va falloir que je le transmette à minima dans l'état dans lequel on m'a confié cet héritage. On vous retrouve tout de suite, Ariane Bilérane et François Bousquet. Il est 9h01 et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Ariane Bilérane, vous parliez du fait que chaque citoyen devient un coupable potentiel dans ce système construit par ces élites un peu totalitaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi donc, non seulement l'idée qui est poussée de la part des élites, mais parfaitement intériorisée de la part du peuple, si bien qu'on finit par avoir peur de s'opposer à ce qui pourrait être proposé, puisque ça viendrait affirmer le fait qu'effectivement nous sommes coupables? Oui. Alors, c'est un point extrêmement important. Il y a un quiproquo à cet endroit-là entre le pouvoir et la population. C'est-à-dire que il y a cette potentialité coupable dans le traitement même qui est fait à l'individu. Et il y a un moment, à Agamben va précisément, le philosophe, je crois qu'il se rend à New York, il me semble, et je ne sais plus quel procédé on veut lui faire passer, je ne sais plus si c'est effectivement un certificat de Covid ou une reconnaissance faciale, enfin quelque chose qui est de l'ordre du registre du traitement qui est donné aux criminels. Et il l'indique et il refuse effectivement de s'y plier. Donc, on voit bien avec les libertés conditionnelles, puisqu'il y a des libertés conditionnelles dans le système totalitaire, on les a vues à l'œuvre, c'est-à-dire nos libertés ne sont plus des droits inaliénables, elles sont sous condition. J'ai une liberté de mouvement sous condition, j'ai une liberté de pensée sous condition. On le voit aujourd'hui avec l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires, c'est une liberté de pensée sous condition. Normalement, la liberté de pensée, elle n'a pas de condition. Donc, à partir de là, cette liberté conditionnelle, c'est un traitement qui est réservé aux criminels. Où est le quiproquo? Le quiproquo, c'est que la population pense qu'effectivement, si elle se tient bien, si elle se tient dans les clous,
si elle fait ce que le pouvoir lui demande, eh bien, elle n'aura pas de problème. Or, c'est tout à fait le contraire avec un tel régime. C'est-à-dire que c'est un régime qui fonctionne à l'arbitraire, à la persécution arbitraire des citoyens. Alors, bien évidemment, au départ, on va commencer par les opposants politiques qui dérangent, mais c'est surtout pour faire des exemples. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre qu'on va laisser tranquilles, plus ou moins, bien sûr, mais parce que ils demandent, c'est aussi un système qui fonctionne avec une logique quantitative de bénéfices-risques, en fait. C'est une analyse tout à fait quantitative. Donc, si tel opposant, c'est compliqué de s'opposer à lui parce que c'est un cas complexe et que, voilà, eh bien, on va préférer s'en prendre à la partie de la population euh, euh, qui est beaucoup plus docile. Et donc, il y a un quiproquo parce que le citoyen pense que s'il se tient bien, s'il est obéissant envers ce pouvoir qu'on peut comparer à un père tyrannique et violent, s'il ne fait pas de vagues, s'il reste docile, alors il n'aura pas de problème. Et c'est tout le contraire qui va se passer. Et ça, je l'explique dans le livre, c'est-à-dire que c'est précisément ce quiproquo d'ailleurs que Solzhenitsyn, hein, quand Solzhenitsyn va expliquer cette affaire au niveau des arrestations en disant mais pourquoi, enfin, mon sang, ces citoyens est innocent, pourquoi se laissaient-ils arrêter? Eh bien parce qu'ils avaient toujours l'illusion que leur bon droit serait reconnu, puisque comme ils étaient innocents, le pouvoir finirait par reconnaître leur innocence. Et ce quiproquo est assez délétère parce que c'est celui qui crée la soumission. C'est-à-dire que les citoyens se disent, bon, je fais pas de vagues, je reste dans mon coin, voilà, si je reste dans les clous, si je ne dis plus tel mot, si je m'auto-censure, alors je n'aurai pas de problème. C'est vraiment tout l'inverse qui va se produire. Et comme je l'explique, systématiquement, ce pouvoir qui est devenu fou, qui est devenu paranoïaque, s'en prend même à ses plus fidèles serviteurs. François Bousquet. Pour rester sur cette question de l'islote, hein, vous, sur la question aussi du consentement des populations, vous laissez de côté, je crois à raison, toutes les études de Stanley Milgram et d'autres, vous savez, donc des études comportementalistes, hein, parce qu'elles nient les philosophies de la conscience, elles nient l'idée même de liberté. Mais cela étant dit, il y a quand même dans la philosophie politique depuis 500 ans et plus, moi je pense évidemment à la Boétie, à la servitude volontaire, aux contraints. Il y a quand même pourquoi les gens, même si c'est un calcul qui leur réussit pas, comme vous l'expliquez très bien, ça se retourne contre eux. Pourquoi néanmoins, à la fin, quand même, à la fin des fins, il y a quand même une majorité qui courbe les chines. Hein. Oui, oui. C'est peut-être un mystère. Oui. Alors, c'est là où on a un choc entre la philosophie et la psychopathologie, je pense. C'est-à-dire que du point de vue de la philosophie, qui considère l'existence de la liberté politique, elle considère donc aussi l'existence de la responsabilité. Et c'est très important. Et évidemment, il ne faut pas le nier parce que c'est une garantie de civilisation. Au niveau de la psychopathologie, on est dans autre chose, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ces mécanismes psychiques presque sans les juger, en pratiquant une extraction de l'observateur concernant tout jugement moral, et qui, à mon avis, est importante à faire à un moment donné, avant de la rétablir, bien sûr, hein, cette dimension morale, mais pour comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai cru, puisque la question de la soumission, elle est liée au déni. Alors, qu'est-ce que c'est que le déni? Pour expliquer aux gens, ce qu'on appelle, nous, un mécanisme de défense, c'est une protection psychique qui est que l'individu ne peut pas voir, ne peut pas savoir ce qui est en train de se passer parce que c'est trop violent pour lui. Autrement dit, il se désintégrerait psychologiquement. Donc, tout est fait pour la survie psychologique, c'est-à-dire pour essayer de maintenir, quoi qu'il se passe, à minima un semblant de structure psychique. C'est un petit peu comme, j'aime bien prendre des exemples comme ça parce que les gens comprennent très bien. Si vous avez un accident très très grave avec une très grande souffrance,
ce qui m'est arrivé, j'ai fait un 360 du genou. Vous avez une anesthésie, c'est-à-dire vous ressentez plus les choses parce que la souffrance est tellement grande que la survie commande que vous soyez anesthésié. Eh bien, le déni, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un mécanisme psychologique qui s'enclenche malgré la personne. C'est tout notre problème. C'est-à-dire que on peut mettre de la conscience, de la volonté, de ce qu'on veut. C'est malgré elle que ça s'enclenche. C'est-à-dire ça peut nous concerner tous. On peut avoir des formes de déni partiel. On le voit dans les familles, souvent quand il y a des révélations plus ou moins tragiques. Eh bien, il y a un déni pour maintenir la survie de l'individu et la survie du clan. Et cette affaire, derrière le déni, ce qu'il faut donc comprendre, c'est ce que j'ai continué à creuser pendant des années, c'est que la contagion, c'est une contagion du trauma, c'est une contagion de la blessure, du traumatisme. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait évoluer dans ma pensée par rapport à il y a des années. C'est-à-dire que ce qui nous colle les uns aux autres, comme vous avez quelqu'un qui vous raconte une expérience absolument extrêmement violente ou traumatique qu'il a vécue, eh bien vous en ressortez avec des séquelles traumatiques en réalité et qu'il va falloir transformer, digérer, etc. Donc la seule question fondamentale en psychologie et qui n'est jamais traitée, il y a un déni sur le déni, c'est celle du déni. C'est-à-dire, quelles sont les conditions d'entrée dans le déni? Bon, je dirais que j'y vois plus clair maintenant au regard de tout ce que j'ai pu investiguer, mais quelles sont les conditions de sortie du déni? C'est encore tout un horizon ouvert aux investigations. C'est presque le plus important. Vous avez 1000 fois raison, j'adore la formule déni du déni. Comment on sort du déni en psychologie? On sort du déni par la verbalisation, me semble-t-il. Enfin, je ne suis pas spécialiste, je suis lecteur, disons. Comment on sort du déni? Puisque le tableau qu'on dresse et que vous dressez est assez noir, on est dans un tunnel, mais au bout du tunnel, il y a la lumière. Solzhenitsyn et d'autres nous l'ont rappelé. La fin de votre livre, c'est des recommandations. Comment on sort de ça là? Comment on sort de ces mécanismes de contagion, de régression, de déni? Alors, il y a vraiment plusieurs. Alors, c'est vrai que, puisque ce gouvernement nous parle de dérive sectaire, on va en parler. C'est exactement comme dans une secte, c'est-à-dire que le totalitarisme, il fonctionne de manière sectaire. Donc, il y a une idéologie ou plusieurs, un dogme, c'est-à-dire un discours à avaler qu'on n'a pas le droit de contester. Aujourd'hui, la science avec un S majuscule, c'est l'OMS, c'est incontestable. Le discours du gouvernement est incontestable. Le doute n'est plus permis. C'est la certitude délirante, etc. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un sort d'une secte? C'est exactement la même question pour le totalitarisme, qui est en somme une secte géante. Ce qui fait que quelqu'un sort d'une secte, c'est qu'à un moment donné, il y a deux facteurs, à mon avis, mais c'est à creuser. Il y a un facteur qui est que le doute a commencé à s'immiscer quelque part. Là, la question, c'est comment s'est immiscé le doute? Et on voit bien qu'on peut essayer de convaincre quelqu'un qui est dans le déni, ça ne marche pas du tout. Au contraire, plus on va lui amener le sujet, plus l'individu va construire des barrières, parce que ce sujet ne veut pas le toucher. Il ne veut surtout pas qu'on lui en parle. Ça le met en danger psychique. Donc, plus on va essayer de convaincre, on a tous fait l'expérience, mais tu vois pas ce qui se passe, etc. Et en fait, la muraille est encore, on la renforce jusqu'à un stade de rupture relationnelle. Donc, ça c'est vraiment, ce n'est vraiment pas la bonne méthode. Mais le doute s'est immiscé. Comment le doute s'est immiscé? Ce que j'ai pu observer, c'est que c'est précisément, il y a eu à un moment donné une micro-sortie de la secte. Soit la personne a été confrontée effectivement à un autre discours, mais sans être obligée de prendre parti dans ce discours ou de devoir renier le discours de la secte. Soit elle a fait une autre activité en dehors. Elle a rencontré autre chose. Elle s'est retrouvée confrontée à une altérité par rapport à la secte. Elle s'est dit, ah ben oui, effectivement, c'est un petit peu comme quelqu'un qu'on extrait, je sais pas moi, des violences conjugales et qui va passer 15 jours ailleurs et avec le recul, se dit, mais dans quoi suis-je?
Dans quoi suis-je? Et il y a un troisième facteur que j'ai pu observer, mais certainement d'autres. Et vraiment, c'est la question fondamentale sur laquelle il faut que la psychologie se penche. C'est la confrontation à la violence de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ce qui va créer la prise de conscience, c'est la souffrance incarnée. Alors, si je reprends mon exemple de violence conjugale, qui est un phénomène aussi sectaire, puisqu'il y a un discours d'emprise, et puis si je te tape, c'est parce que c'est de ta faute, etc. Donc il y a un conditionnement psychologique par le discours. Par exemple, la femme peut rester pendant des années enfermée dans cette situation, jusqu'au jour où il y a quelque chose dans l'expérience qui va se passer. Soit ça va aller trop loin, soit ça va frapper quelqu'un d'autre qu'elle. Et là, elle va voir la situation. Et on a le même phénomène dans des sectes qui vont conduire à des passages à l'acte de plus en plus violents, puisque c'est le destin de la fameuse dérive sectaire, c'est de conduire à des passages à l'acte de plus en plus violents, qui ne s'arrêtent jamais. Donc il y a un moment où ce qui restait de l'ordre théorique devient pratique. Quelles sont les conséquences de mes actes? Alors le déni peut quand même continuer pendant un certain temps. On le voit aujourd'hui sur des conséquences ou les effets secondaires des injections, etc. Il peut y avoir un gros déni qui dure un certain temps, mais il y a aussi une levée du déni par rapport à la souffrance vécue qui vient impacter l'individu dans sa chair ou l'impacter dans sa vie, tout simplement. Il finit par se rendre compte. Dans mon expérience, par exemple, de ce qui s'est passé en 2020, je dois dire que ces pauvres Colombiens qui m'entouraient ont été beaucoup moins dans le déni que les Français, parce qu'ils ont bien vite aperçu que tout ceci n'était pas pour leur santé, puisqu'ils ne pouvaient plus manger. Il y avait une expérience du réel. Et c'est pour ça que cette expérience, le totalitarisme, c'est de l'idéologie, c'est du discours de plus en plus délié. Il n'y a plus de lien ni avec la vérité, ni avec l'expérience. Et donc, quand on va, l'expérience humaine est remise au centre, et c'est incontestable. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce paradigme qui est le mien, celui qui me paraît le plus pertinent, j'ai dit en 2020 que tout ceci nous mènerait à la guerre, et je l'ai dit à plusieurs reprises, parce que pour sortir d'un tel délire, il nous faut une confrontation incarnée. Il nous faut quelque chose d'extrêmement violent qui se passe pour que les uns et les autres sortent de leur déni. On va finir là-dessus. Ariane Bilérane, je suis désolée, l'heure tourne, mais on vous réinvitera pour en parler. Je rappelle que vous êtes auteur de Psychopathologie du totalitarisme. On invite les auditeurs à se procurer l'ouvrage qui permet de décrypter les schémas mentaux de certains de nos dirigeants. Ce sera à leur appréciation pour juger qui correspond à ces pathologies ou non. Merci d'avoir été parmi nous, Ariane Bilérane. Merci à vous aussi, François Bousquet. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie.